Ok, salut à tous, c'est Étude 2.0, ton TechTuber. Aujourd'hui, on va prendre la partie 2 de comment créer une API REST en Express.js et MongoDB. Ok, sans plus tarder, on va commencer par déterminer la roadmap de ce tutoriel. Ok, la première des choses qu'on va faire, c'est rendre notre serveur beaucoup plus robuste. Parce que si vous vous souvenez de la dernière fois, lorsque j'ai ouvert deux terminals et que j'ai lancé le serveur sur chacun des terminaux, il y a eu un crash parce que on ne peut pas lancer deux applications sur un même port. Donc aujourd'hui, on va gérer ce problème en rendant notre serveur beaucoup plus robuste. On va normaliser les ports et on va gérer les erreurs. La deuxième chose qu'on va faire, c'est implémenter la politique des corses. La politique des corses, c'est quoi? Les corses, c'est ce qui fait en sorte que deux serveurs d'origine différente ne puissent pas partager les informations. Et les navigateurs l'ont implémenté pour beaucoup plus de sécurité. Et si vous voulez faire en sorte que cela soit possible, vous devez implémenter la politique des corses et on va faire ça en quelques 2 minutes. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Troisième chose, on va devoir gérer l'authentification. On va créer l'inscription et la connexion des utilisateurs afin que vous voyez comment est-ce qu'on peut gérer l'authentification avec une API. Et on va utiliser pour la sécurité JWT, qui est encore très répandu en ce moment. Ok, la dernière chose, c'est le middleware d'authentification. On va implémenter le middleware d'authentification. Mais c'est quoi d'abord un middleware? Un middleware, je vais seulement m'arrêter au premier mot du mot middleware, c'est middle. Middle. Middle signifie milieu. Ça veut dire quoi? Avant qu'une requête ne s'exécute sur notre API, on va d'abord mettre au milieu une fonction, un middleware, qui va d'abord vérifier si l'utilisateur qui a envoyé les données, c'est un utilisateur qui est inscrit dans la base de données ou c'est un utilisateur qui a accès aux informations ou bien qui doit avoir accès aux informations. Mais les middleware ne s'arrêtent pas là. Nous avons aussi un autre middleware, par exemple, qu'on pourrait utiliser, Multer, qui nous sert à récupérer les fichiers qui sont à l'intérieur de nos requêtes. Donc, c'est encore un parmi tant d'autres exemples de middleware qu'on peut utiliser à l'intérieur d'une application. Donc, sur ce, sans plus tarder, commençons la vidéo. Euh, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va un peu essayer d'arranger notre code base. Ce qu'on va faire, c'est on va aller dans package.json. Au niveau du point d'entrée de l'application, on va changer index.js par server.js. Maintenant, on va créer server.js. Ok, une fois que c'est fait, nous allons changer le nom de index.js par app.js. Ok. Maintenant, toute cette partie-là, nos serveurs à lancer le serveur, nommer et lancer le serveur. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer toute cette partie et on va mettre toute la logique de construction du serveur dans serveur.js. Donc, on va faire module.export égale à app. Ok. Maintenant, on entre dans serveur.js. C'est dans serveur.js qu'on va construire le serveur comme on s'est dit. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord récupérer les deux modules qui sont importants ici, c'est-à-dire le module app qu'on vient d'exporter, require app, ok. Et le deuxième module important, c'est le module HTTP. Et vous avez remarqué que je n'ai pas besoin d'installer un paquet parce que HTTP vient nativement avec Node.js. HTTP, ok. Bon, on va subdiviser le travail en trois parties. La première partie, c'est de la normalisation du port. Normalisation du port. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire à la normalisation du port? La première étape, c'est d'abord de créer la fonction normalisation. Bon, on va appeler ça normalize. euh, normalize port. Qui prend en paramètre une variable qui s'appelle val. Ok. Maintenant,
Je vais d'abord écrire la fonction. Ensuite, on va expliquer ce qui se passe. Mhm. If is none. Bon, on peut changer le nom val par port. C'est toujours pareil. Ok, return. If is none port number, return port. If port equals to 0, return, no, return, all here, return false. Et maintenant, return port non, port number. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? La première chose, c'est qu'on va convertir la valeur du port en, en un entier, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on avait lancé le serveur la dernière fois, on avait mis le numéro du port entre des côtes. Et ici, la première chose qu'on va faire, c'est convertir d'abord le nombre là en entier. Maintenant, puisque d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On fait const port equals to process.env.port. Ok, on avait fait quelque chose comme ça. Normalize port qui prend une chaîne ou un nombre en entrée renvoie le numéro de port. C'est un peu ça que la fonction fait en gros. Et la première ligne ici, on va convertir la chaîne qui représente le port en nombre. Ici maintenant, cette condition dit si le port est non valide, ça renvoie une chaîne. Si le port est négatif, ça renvoie false. Et s'il n'y a aucun des cas, ça renvoie juste le numéro du port. Donc c'est tout ce que ça fait en gros. Ok, on a fini avec la normalisation. La prochaine chose à faire, c'est de définir la variable port qui va contenir le numéro du port en question. Donc on fait const port equals to la fonction normalize. Et maintenant, ça prend process.env.port ou le port par exemple 6000. Et puis on va faire un app.set port. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ça définit le numéro de port sur l'objet app. Donc c'est tout ce que ça fait. On va maintenant faire la gestion des erreurs. Et donc on peut faire comme ça, gestion des erreurs. Bon, on va créer la fonction. En anglais, la gestion des erreurs, généralement, c'est quand vous allez entendre error handling ou bien error handler, quelque chose comme ça là. On va faire fonction error handler qui va prendre en paramètre l'erreur. Mais cette fonction est appelée si une erreur se produit lors du démarrage du serveur HTTP. Donc ça va faire error. Ok. Maintenant, on va mettre une petite condition ici. Error.syscall listen. Trop error. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ici, on va dire que si l'erreur n'est pas liée à listen, on va renvoyer l'erreur tout simplement.
Ok, maintenant, la deuxième chose à faire, c'est d'obtenir l'adresse du serveur HTTP en faisant const address server, non, server point adresse. Ok, const bind equals to type of address equals to string pipe address. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ici, en fait, sur cette ligne-ci, on est en train de créer une chaîne qui représente l'adresse de liaison du serveur HTTP. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les différents codes d'erreur qui existent. On va prendre deux cas d'erreur, deux codes d'erreur. Il y a e-access qui est là pour spécifier que l'action qu'on est en train de vouloir exécuter nécessite des privilèges un peu plus élevés. Et on a aussi e-DRI News. Je ne sais pas comment je vais prononcer ça en français ou en anglais. Mais en gros, c'est pour nous spécifier que le port sur lequel on est en train de lancer l'application est déjà utilisé. Donc on commence. On va mettre ça dans des switch cases. On fait notre premier switch. error.code. Ok. Bon. Case IAX. Qu'est-ce qu'on fait? Console. À chaque fois que je fais quelque chose comme ça dans console.error, vous pouvez mettre des commentaires en haut pour que ça vous permette de vous retrouver lorsque vous allez essayer de revisiter la code base et pour essayer de comprendre un peu ce qui a été fait. Elevated privileges. Ouais, non, privileges. Ok. Après ça, on fait un process.exit. Et après, on fait un break comme dans tout switch case. On prend maintenant le deuxième cas. Vous allez lire ça comme vous allez lire. C'est un peu compliqué à lire. Ok. On fait un console.error. Bind. Bind is already used. Ok. On fait un process.exit. Exit one. Break. Et des points virgule. Ok. Et en default, comme d'habitude, on va faire un throw et oh. Ok, là c'est parfait. Là c'est parfait. Maintenant on sort de la fonction. Maintenant on va créer un serveur HTTP à l'aide de la méthode HTTP create server. On fait un const server equals to HTTP create server avec l'application en question. Ok. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on va enregistrer la fonction errorHandler pour être appelé si une erreur se produit sur le serveur HTTP. Donc, on fait juste un server on error et maintenant, on met notre errorHandler. Parfait. Ok. Maintenant, on va enregistrer une fonction pour être appelée lorsque le serveur HTTP commence à écouter les requêtes. Donc, on fait un server on listening. Ok. Et après, un petit callback. Ok, on obtient l'adresse adresse du serveur. Adresse. Ok.
Deuxième chose, on crée encore une chaîne qui représente l'adresse de liaison du serveur HTTP en faisant const bind type of. Bon, on va pas tout écrire ça, on a déjà fait ceci. Ok, don't repeat yourself. Ok, maintenant on va juste faire un petit console.log pour indiquer que le serveur HTTP est à l'écoute des requêtes. Un peu comme ce qu'on faisait en mettant le serveur tourne sur le port. Vous voyez un peu de quoi je parle. On fait un console.log listening on plus bind. Ok, ok. Après, tout ce qu'on a à faire, c'est maintenant démarrer le serveur HTTP sur le port spécifié. Donc on fait server.listing port. Ok. Bon, on peut tester tout ça en lançant notre serveur. Vous vous rappelez nos demandes. Serveur. Hmm, Ok. Listing on port 6000. Connexion à MongoDB réussi donc. C'est bon pour la robustesse de notre serveur. Maintenant, on passe à la politique des corses. Pour éviter de faire encore la même erreur, on va d'abord arrêter notre serveur et on va continuer. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, moi j'ai déjà installé le paquet, mais vous allez faire simplement un npm ou pnpm yarn, ce que vous avez, install corse. Donc vous allez exécuter cette commande ici. Moi j'ai déjà le paquet, donc je vais laisser. Et d'autres personnes m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour avoir PNPM. Donc, si vous n'utilisez pas PNPM pour l'avoir, vous faites juste vous faites npm install-g pnpm. Là, vous pouvez recréer le projet et utiliser le gestionnaire de paquet pnpm. Ok. Une fois que vous avez installé les corses, ce que vous allez faire, c'est que juste après avoir appelé mongoose, vous allez aussi appeler corse. Require corse. Ok. C'est très rapide. Après avoir appelé app.appexpress, vous allez juste faire un. Bon, on va faire ceci. On fait d'abord app.use. Non, app.use course. Ok. App.use course. Pour nous permettre d'utiliser les courses. Maintenant, pour pouvoir autoriser plusieurs origines d'accès, on va faire un app.use course course origin ok. Deuxième chose, maintenant on doit autoriser tous les verbes HTTP possibles. Vous connaissez tous les verbes get, post, put et tout ça. Donc on va faire un app.use course. Maintenant à l'intérieur, on fait méthode. Et maintenant on remplit toutes les méthodes. Get, put, read. Qu'est-ce qu'on a encore? Un patch, post et delete. Ok. Ok, la troisième chose, c'est d'autoriser les entêtes personnalisées. À chaque fois que vous faites une requête JavaScript, vous avez toujours tendance à mettre content type en haut là-bas et authorization lorsque vous voulez introduire votre token. Donc, on va autoriser ça aussi. App.use course allow either.
Ok, on prend les différents cas. On a d'abord le content content type, et le deuxième c'est authorization. Ok. La dernière chose maintenant c'est d'autoriser les cookies. Donc on fait app.use cause cause credential true. Ok. Ok, c'est tout. Donc après avoir fait ça, à chaque fois que vous allez essayer de utiliser ces, qu'est-ce que je peux dire? À chaque fois que vous allez, vous ne pourrez plus avoir en fait de problème de politique de course après avoir implémenté cela. Donc, c'est ok, on peut passer à autre chose. La prochaine étape serait de pouvoir parler de l'authentification à proprement dit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller dans... déjà, on va partir dans modèle. On va créer utilisateur. Bon, on va appeler ça user. User.js. Ok. On va d'abord prendre le paquet Mongoose. Require Mongoose. Ok. Maintenant, on va créer le schéma utilisateur. Donc, on va appeler ça user schéma mongoose.schéma. Ok. Le premier truc, c'est l'email de l'utilisateur. On prend le type. Le type, c'est un type string et il est required true. Le champ est obligatoire. La deuxième chose, c'est de prendre le mot de passe. On va appeler ça password type string. Require toujours true. Ok. Maintenant, on va exporter tout ça. Module export equals to mongoose.model user schéma. Ok, parfait. Après ça, on entre dans les contrôleurs. On fait user.js. Ici maintenant, on va créer les fonctions de sign up et de login. Bon, on va d'abord créer sign up. Pour ça, on doit d'abord aller récupérer le modèle qu'on vient de créer. User equals to required user. Ok. Maintenant, on exporte une fonction. On va appeler ça sign up. Async request response. Ok. Bon, on fait un try catch. On fait un try catch. La première chose qu'on va faire, on va d'abord vérifier si l'utilisateur existe déjà. Donc on va faire let user equals to await le nom du schéma user.find one et on va le localiser en fonction de son email. C'est ça qui permet vraiment d'identifier l'utilisateur de manière unique à part son identifiant à proprement parler. Request.body email. Ok. Maintenant, on va taper des conditions là-dessus en disant si l'utilisateur n'existe pas. Si l'utilisateur n'existe pas, tout ce qu'on va faire, c'est on crée une nouvelle variable qui s'appelle utilisateur.
user, ok, qui contient son nom, bon, son email déjà, request.body.email. Et maintenant, son mot de passe. Password. Et maintenant, si on laisse comme ça, le mot de passe de l'utilisateur va être représenté en texte clair dans la base de données et ça crée une grosse faille de sécurité parce que si quelqu'un accède à la base de données, tous les utilisateurs sont mis à découvert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va hacher le mot de passe de l'utilisateur. Donc, on va faire ici const hash equals to. On va d'abord récupérer le paquet bcrypt. Bcrypt require bcrypt. Ok. Pour hacher, on fait await bcrypt.hash request.body.password. Et maintenant, on met la salinité. La salinité, c'est en fait le niveau de hachage. Donc, plus c'est grand, plus le mot de passe, le hachage du mot de passe sera complexe. Et ici, on met le hash qu'on a obtenu. Ok. Et tout ce qu'on va faire, c'est sauvegarder l'utilisateur. Et on retourne un message de succès s'il a bien été enregistré. Donc, on met un statut 200. On va dire user created successfully. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà ici en haut, il faut gérer un cas. Si l'utilisateur n'existe pas, on fait ça. S'il existe, on va retourner un statut 409. Message user already exist. Et maintenant, si tout cela n'a pas marché, bon, on met des returns. Si tout cela n'a pas marché, on va retourner notre fameuse réponse 400. On va dire qu'une erreur s'est produite. Bon, non, même pas ça. On va dire invalid. Et au lieu de message, on va dire error. Bon, l'un ou l'autre c'est pareil. L'un ou l'autre c'est pareil. Request body. Ok, là on vient de finir la logique de sign up. On va prendre la logique de la connexion. On va appeler ça login. Export login equals to async. Ok. Bon. On met d'abord notre try catch. Comme on l'a fait la dernière fois, on va d'abord vérifier si l'utilisateur existe déjà. Let user equals to
User.find one. Find one. Email request dot body dot email. Maintenant, ce qu'on fait, c'est si l'utilisateur n'existe pas, on va retourner une erreur. Return response au status erreur 401. Message. Ici, on va dire user does not bon, on va essayer avec les deux codes. User does not existe tout simplement. On va pas tuer l'anglais. Ok. Maintenant, ça c'est un seul cas. Il y a aussi le cas où la personne entre le mot de passe et que le mot de passe est incorrect. Donc, on va créer une variable qui va s'appeler valide et on va maintenant comparer le mot de passe de l'utilisateur avec le mot de passe qui est associé à son email. Maintenant, bcrypt.compare. On prend d'abord ce que l'utilisateur a entré. Password. Maintenant, on prend maintenant le résultat de notre find one. On compare. Maintenant, on va dire si ce n'est pas valide, return response status JSON on va dire wrong password. Ok. Maintenant, si ce n'est pas toujours le cas, si les deux conditions sont réunies, on va l'envoyer un message avec un statut 200 pour dire que tout s'est bien passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui envoyer le token de connexion. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord importer le module JWT. JSON Web Token. Ah, j'ai mal écrit, c'est npm install JSON Web Token. J'ai même dit ça sans écrire. JSON Web Token. Ok. Maintenant, on va créer la variable JWT require JSON Web Token. Ok. On va directement lui envoyer son token. Donc, on va faire juste un return. Ah non, là on est dans le catch. Ici, on va mettre ça token. Token JWT.sign. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est de mettre dans le token l'ID de l'utilisateur. Donc, user ID, on va dire user.id. Ok. Ça va beaucoup nous aider au niveau du middleware d'authentification, connaître l'ID de l'utilisateur. Donc,
C'est suffisant. Ok, à côté de ça, il y a la clé qui permet vraiment d'identifier de manière unique ta gestion de token à toi, si je ne vais pas appeler ça comme ça. Parce que jusqu'à présent, tout le monde peut faire ça pareil. Mais c'est ce code ici qui va faire la différence entre mon token et ton token. Parce qu'il y a des façons de générer des tokens de façon aléatoire. Donc ça veut dire que le code là doit vraiment être secret et tu dois le faire de la façon la plus complexe que tu trouves. Donc ici, par exemple, nous, on va dire quoi? On va dire euh, tuto, tuto token. Ok, après ça, on va mettre la date d'expiration du token. Bon, vous pouvez mettre 48 heures, par exemple. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez dans votre application. Et si tout ça n'est pas bon, notre famille d'erreurs, status 410 zones. Message invalide request body. Ok, les deux logiques là sont ok. Donc ce qu'on va faire, on va partir dans les routes. On va créer la route pour ça. User digest. Ok, on va fonctionner exactement comme on a fait avec les things. Ce qu'on va faire, on va d'abord récupérer le paquet express ou le module express. Require express. Ok. On va récupérer maintenant le routeur. Mais avant ça, on peut d'abord prendre le contrôleur qu'on vient de créer. User. Ok, on va faire deux routes. La route pour le sign up et la route pour le login. Donc on va faire un bar user control.signup. Et on a oublié le verbe HTTP post. Routeur.post user.login. Ok. Routeur. Maintenant, vous remarquez bien que puisque les deux ont exactement le même verbe HTTP et le même chemin d'accès, ou bien la même URL, je peux dire ça comme ça, lorsque vous allez tomber sur cette route-ci, les deux actions vont être exécutées au même moment et il y aura des confusions et il y aura un crash ou quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va préciser exactement l'action directement dans l'URL login. Ok. Pour éviter les conflits. Et on va prendre routeur. Ok. C'est ok pour ici. Maintenant, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici. Dans l'application. On va tout simplement ajouter le routeur des utilisateurs dans user router require user. Ok. Et ici on ajoute le routeur des utilisateurs. Le routeur des utilisateurs dans user router. Ok. Maintenant, nous allons travailler le middleware d'authentification. Nous allons commencer par aller récupérer le modèle.
Nous allons commencer par aller récupérer le module JWT. Donc, const JWT equals to required JSON web token. OK. Prochaine chose, on va directement exporter le module. On peut faire ça aussi. Request, response, next. OK. On fait un petit try catch. OK. Bon, nous allons d'abord récupérer le token qui est dans l'entête de la requête. Token, request, headers, authorization, split, pour pouvoir récupérer ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que je fais? Split, OK. Maintenant, on va décoder notre token. WT verify token. Et maintenant, on va mettre la clé ou bien le mot de passe qu'on avait mis plus haut lorsqu'on était en train de vouloir créer le token à proprement parler. C'est ça qui va vraiment faire la différence entre votre API et mon API. Afin que, peu importe si on utilise le même degré de salinité, le même degré de complexité du token, nos API diffèrent parce qu'on partage un mot de passe différent. Donc, c'est un nouveau niveau encore de sécurité. Et on a appelé ça tuto token. OK. Maintenant, on récupère l'ID de l'utilisateur qui est dans le token. User ID. OK. Request dot user ID. User ID. OK. Next. À quoi nous sert Next ici? Généralement, on n'a pas utilisé ça jusque-là parce que c'était pas important pour le moment. Mais en fait, si vous ne mettez pas Next, ça va vous empêcher de quitter d'un middleware à un autre ou bien d'une fonction à une autre. Lorsqu'on va mettre le middleware d'authentification sur la route, si vous ne mettez pas Next, on ne va pas pouvoir accéder à l'autre fonction, bien que la première étape a marché. Donc même si l'utilisateur authentifié, il ne pourra pas accéder à la ressource qui est cachée derrière la requête. OK. Donc, maintenant, s'il y a un problème, ça veut naturellement dire que c'est un utilisateur qui n'est pas censé être là. Donc, on envoie un message pour lui dire qu'il n'est pas autorisé. Authorize user. OK. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller tester tout ça sur Postman. OK. OK, on est sur Postman. On va utiliser la route user. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va d'abord créer un nouvel utilisateur. Et il était caractérisé par quoi? Par son email. Et on va mettre, par exemple, gmail.com et son password. On va dire T20. OK, on teste ça. Ah, la route c'est /user/signup. OK. OK, on a créé effectivement l'utilisateur. Maintenant, on va se loguer.
On va utiliser plutôt login. Ok, voici le token de l'utilisateur. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va copier tout le texte-ci. On va le copier. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'accéder à une ressource avec et sans le token pour voir si c'est effectivement sécurisé. Donc, on va faire un get think. Ok. Dans l'entête, on va rien mettre. On va rien mettre. Ok, on supprime tout ça. Ok. Maintenant, on va tester voir. Ok, vous avez vu là, on a dit utilisateur non autorisé parce que il n'y a pas de token. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant ajouter le token là et on va réessayer. Et on a l'information. Donc, c'est un peu ça. Et c'est aussi simple que ça. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Et pour la prochaine fois, on va voir comment on va essayer de dockeriser cette application. Donc, on a fini avec le tutoriel. Comment créer une API REST avec MongoDB et ExpressJS. Donc, je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.